Le XVIIIe siècle est marqué par l'ascension de la France comme puissance coloniale majeure. Possédant des colonies florissantes comme Saint-Domingue, la France exploite intensivement le travail des esclaves africains pour produire du sucre, du café et d'autres denrées précieuses. Elle se heurte à la Grande-Bretagne, une autre puissance européenne qui recherche comme elle la suprématie en Amérique du Nord et dans les Antilles. Ces deux nations entrent alors dans une rivalité féroce, attirées par les immenses richesses issues des colonies et du commerce triangulaire. Dans cet épisode, nous allons voir comment la guerre de 7 ans, en mettant aux prises ces deux puissances et leurs alliés, déclenche un effet domino qui va changer la face du monde. Cette nouvelle réalité géopolitique va aussi amener à Saint-Domingue le contexte politique et idéologique favorable à la future révolution haïtienne. Le déclin de l'Espagne, amorcé dès le XVIIe siècle, s'accentue avec la perte progressive de ses territoires au profit des puissances montantes, notamment la France et la Grande-Bretagne qui, au cours du XVIIIe siècle, se livrent une lutte acharnée pour le contrôle des territoires d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Ces colonies, piliers économiques fondés sur l'agriculture intensive et le commerce, dépendent largement du travail forcé des esclaves africains. La rivalité pour les ressources et les routes commerciales attise les tensions, créant un climat d'instabilité qui annonce des affrontements imminents. En 1756, la guerre de 7 ans éclate, embrasant l'Europe, l'Amérique du Nord, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. La France et la Grande-Bretagne s'affrontent, chacune appuyée par de puissants alliés. La France s'allie à l'Espagne, l'Autriche, la Russie et la Suède, tandis que la Grande-Bretagne reçoit le soutien du Royaume de Prusse, du Portugal, des Iroquois et de ses 13 colonies américaines. Le conflit se termine en 1763 avec le traité de Paris qui consacre la victoire des Britanniques. La France cède à la Grande-Bretagne de vastes territoires, incluant la Nouvelle-France, composée du Québec, de l'Ontario, de l'Acadie et de Terre-Neuve, une grande partie de ses possessions en Inde, ainsi que plusieurs îles des Antilles, telles que la Dominique, Grenade, Saint-Vincent et les Tobago. La Louisiane est transférée à l'Espagne. Le traité propulse la Grande-Bretagne au rang de première puissance mondiale. Cet événement bouleverse l'équilibre des pouvoirs coloniaux et marque le début d'une nouvelle ère. Mais cette victoire britannique sème les graines d'une future révolution qui va aussi changer la face du monde. La guerre a coûté cher à la Grande-Bretagne. Pour renflouer ses caisses, le gouvernement impose de nouvelles taxes aux colonies américaines, sans leur consentement. Des taxes sur le papier, le sucre, le thé et d'autres biens essentiels sont instaurées, alimentant un mécontentement croissant parmi les colons américains. Ces lois fiscales injustes et l'absence de représentation politique dans les décisions affectant directement leur vie quotidienne conduisent les colons à remettre en question leur allégeance à la couronne britannique. C'est dans ce contexte de frustration économique et de ressentiment envers un gouvernement perçu comme tyrannique que les idéaux révolutionnaires commencent à germer. Les philosophes des Lumières, comme John Locke, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau, ont promu les idées de liberté naturelle, d'égalité des hommes et de gouvernement par le consentement du peuple. Ces idées ont trouvé un terrain fertile chez les colons américains, qui se sentaient opprimés par la taxation et le manque de représentation politique imposé par la couronne britannique. De plus, la guerre de 7 ans avait créé un sentiment d'unité parmi les colons. Ils ont découvert leur force et leur capacité à se battre pour leurs intérêts. La collaboration entre les 13 colonies pour repousser l'ennemi français a renforcé l'idée d'une identité américaine commune. Le mécontentement fiscal, le sentiment d'unité, l'expérience militaire et l'inspiration des Lumières créent ainsi un cocktail explosif. Le 5 mars 1770, une confrontation entre des soldats britanniques et des colons à Boston dégénère en fusillade. 5 colons sont tués et plusieurs autres blessés. Cet événement tragique est perçu par les colons comme une illustration de l'oppression britannique et de la violation de leurs droits. La colère et le ressentiment s'intensifient. Le massacre de Boston devient un symbole de la résistance à la domination britannique et contribue à radicaliser les colons, les poussant un peu plus vers la Révolution. La Boston Tea Party, survenue le 16 décembre 1773, fut un acte de protestation politique où des colons américains, déguisés en Amérindiens, jetèrent 342 caisses de thé britanniques dans le port de Boston. La guerre opposant les colons américains à la Grande-Bretagne
va officiellement commencer avec les batailles de Lexington et Concord le 19 avril 1775. Ces premiers affrontements marquent le début des hostilités armées entre les forces britanniques et les milices coloniales. Suite à ces événements, le Second Congrès continental se réunit le 10 mai 1775 à Philadelphie, prenant des mesures pour organiser une armée continentale sous le commandement de George Washington, posant ainsi les bases d'une lutte organisée pour l'indépendance. Le 4 juillet 1776, le Congrès continental proclama l'indépendance des 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord. La France, ennemie jurée des Britanniques et humiliée par sa défaite lors de la guerre de 7 ans, voit dans le conflit américain une opportunité de revanche. Monté sur le trône en 1774, le roi Louis XVI de France décide d'aider les Américains. Initialement, le soutien français est secret, consistant, dès 1776, en l'envoi de fournitures militaires, de fonds et de munitions aux rebelles américains via des intermédiaires. La victoire américaine à la bataille de Saratoga en octobre 1777 se révèle être un tournant. Elle convainc la France que les colons américains ont une chance réelle de succès contre les Britanniques. En conséquence, en février 1778, la France signe 2 traités importants avec les Américains. Le traité d'amitié et de commerce, qui reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis, et le traité d'alliance, promettant une aide militaire française aux Américains et établissant une alliance militaire contre la Grande-Bretagne, avec des conditions stipulant que la France ne chercherait pas à obtenir de territoires américains. Au-delà de l'aide financière, la France s'engagera militairement en envoyant des soldats au combat aux côtés des Américains. Ces soldats ne viendront pas seulement de la métropole française, mais aussi des colonies. Le siège de Savannah en 1778 sera l'un des moments forts de la guerre où des hommes de couleur venus des colonies antillaises dont Saint-Domingue s'illustreront au combat. Savannah était la capitale de la Géorgie, sous contrôle des troupes britanniques depuis le 29 décembre 1778. Il est devenu un port majeur et un centre économique crucial pour les Britanniques dans le sud des colonies américaines. Sa position lui permettait de servir de base pour les opérations militaires britanniques dans la région et d'assurer le contrôle sur les routes commerciales essentielles. Sur l'insistance du consul de France à Charleston, le vice-amiral Charles-Henri d'Estaing, ancien gouverneur de Saint-Domingue, accepte de participer à une opération conjointe avec l'armée américaine pour reprendre Savannah. Avant son implication directe dans les opérations militaires en Amérique du Nord, notamment le siège de Savannah, l'amiral d'Estaing jouait un rôle crucial dans les opérations navales françaises dans les Antilles pour protéger Saint-Domingue et les autres colonies des Antilles. Saint-Domingue, étant la colonie la plus riche et la plus importante de la France dans les Caraïbes, joue un rôle logistique essentiel, fournissant des ressources et un soutien pour les opérations militaires. D'Estaing arrive à Saint-Domingue en 1779, après sa victoire à la bataille de la Grenade le 6 juillet de la même année. Son arrivée à Saint-Domingue lui permettait de reconstituer sa flotte et de préparer les opérations futures contre les forces britanniques à Savannah. Pour renforcer ses troupes, il va intégrer le corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue dans son armée. Les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, formés suite à une ordonnance du 12 mars 1779 et renforcés par une seconde en avril, augmentant leur rang de 800 à 1030 membres, étaient composés de volontaires colons français et d'environ 1 millier de fusiliers affranchis, qui étaient des Noirs libres et des mulâtres. Le corps était commandé par le vicomte François de Fontanges, un grand planteur dans le sud de Saint-Domingue. Celui-ci fut promu chef d'état-major par l'amiral d'Estaing. L'armada de d'Estaing quitte le Cap français le 15 août 1779, renforcée par 1500 soldats dont 800 affranchis de Saint-Domingue dont les plus illustres sont Jean-Baptiste Chavannes, Jacques Beauvais, Jean-Louis Villatte, Martial Besse, Pierre Faubert, Laurent Féroux, André Rigaud et Henri Christophe, futur roi d'Haïti, âgé seulement de 12 ans enrôlés comme tambour. Soulignons au passage que le rôle des tambours est crucial pour la communication des ordres sur le champ de bataille et pour le maintien du moral et de la cohésion des troupes. Les séquences rythmiques qu'ils jouent peuvent signaler des instructions spécifiques, comme l'avance, la retraite ou le rassemblement des soldats. Pendant le trajet, les soldats étaient dans l'ignorance de leur destination. D'Estaing avait gardé le secret sur la mission réelle des troupes. Certains pensaient qu'ils allaient attaquer la Jamaïque, tandis que d'autres spéculaient sur une possible destination vers la Nouvelle-Angleterre. Après 3 semaines de navigation, les troupes de l'amiral d'Estaing arrivent en Géorgie le 8 septembre 1779, débarquant devant la ville de Savannah assiégée. Leur intervention vise à soutenir les insurgés américains, en grande difficulté face aux Anglais.
Le siège débute par un blocus terrestre et naval, dans l'espoir d'affaiblir les défenses britanniques par le manque de provisions et de renforts. Les forces assiégeantes tentent plusieurs bombardements d'artillerie pour briser les fortifications britanniques, mais ces attaques ne parviennent pas à infliger des dommages décisifs. Après plusieurs semaines de siège, D'Estaing décide de lancer un assaut direct contre les positions britanniques, considérant que la situation de blocage ne peut se prolonger indéfiniment. Le 9 octobre 1779, les troupes franco-américaines entament une attaque massive, mais se heurtent à une résistance acharnée de la part des défenseurs britanniques, solidement retranchés. Les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, faisant partie des forces d'assaut, se distinguent par leur courage et leur ténacité, luttant vaillamment sur le devant de l'attaque. Malgré leur bravoure, l'assaut se solde par un échec, avec de lourdes pertes pour les assaillants, contraints de battre en retraite face à l'impossibilité de percer les lignes britanniques. Au moment de la retraite, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue jouent un rôle crucial en couvrant le mouvement des forces franco-américaines, permettant ainsi une retraite ordonnée et minimisant les pertes supplémentaires. N'était-ce eux, les forces franco-américaines auraient pu être annihilées à Savannah. Au soir du 28 octobre, la flotte française quitte Savannah pour regagner Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique. Les alliés franco-américains ont subi de lourdes pertes à Savannah. On dénombra 244 soldats tués, 120 capturés et 584 blessés, parmi lesquels le jeune Henri Christophe. Malgré ce revers, cette expérience de combat s'avéra précieuse pour les futurs révolutionnaires haïtiens, tels que Chavannes, Rigaud et Christophe. Les forces britanniques ne vont quitter Savannah qu'en juillet 1782, marquant la fin de leur occupation de la ville pendant la guerre d'indépendance américaine. Un peu plus d'un an plus tard, soit le 3 septembre 1783, le traité de Paris va mettre fin à la guerre et la couronne britannique reconnaîtra officiellement l'indépendance des Américains. L'effet domino de la guerre de 7 ans était loin de s'arrêter. Une autre révolution qui va changer le monde se germait en Europe, celle du peuple français. Le système de la monarchie absolue sous Louis XVI se trouve profondément discrédité. Les privilèges de l'aristocratie et du clergé, anachroniques dans une société en pleine mutation, cristallisent les frustrations. Le pouvoir centralisé à Versailles apparaît déconnecté des réalités vécues par le tiers-État, qui représente l'immense majorité de la population mais se voit constamment marginalisé. Après la guerre de 7 ans, la France, contrairement à la Grande-Bretagne, avait choisi de ne pas augmenter les taxes mais de recourir à des emprunts pour financer sa dette considérable. La dette nationale de la France, ayant augmenté de 1,36 milliard de livres en 1753 à 2,35 milliards en 1764, s'alourdit davantage en raison de la diminution des revenus après la perte de colonies et de l'engagement financier dans la guerre d'indépendance américaine. Cette situation provoque une montée en flèche des taux d'intérêt, exacerbant les difficultés financières du pays. Face à cette situation critique, le gouvernement est contraint de revoir sa stratégie financière et décide d'augmenter les impôts dans le but de réduire rapidement l'endettement et de renforcer une marine affaiblie. Cette décision, cependant, suscite un mécontentement profond au sein de la population. Les tentatives de réforme fiscale se heurtent à l'intransigeance des élites, tandis que les classes populaires et moyennes, écrasées par les impôts, peinent à survivre. Les mauvaises récoltes de 1788 aggravent encore la situation, plongeant le pays dans une grave crise alimentaire. Sur le plan social, les inégalités criantes et l'injustice deviennent de plus en plus insupportables pour une population qui aspire à plus d'équité. Les idées des Lumières, avec les philosophes Voltaire, Rousseau et Montesquieu, critiquant ouvertement l'absolutisme des prônant les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs et la souveraineté du peuple, alimentent le désir de changement. Les pamphlets et les libelles circulent, exacerbant le mécontentement général et appelant à une transformation radicale de la société. Lorsque le roi convoque les États généraux en mai 1789 pour tenter de résoudre la crise financière, il ouvre involontairement la boîte de Pandore. Les débats autour de la représentation et de la répartition des pouvoirs dégénèrent rapidement en une remise en question fondamentale de la monarchie elle-même. Le 14 juillet 1789, Paris est en ébullition. Poussée par le désespoir, une foule hétéroclite, composée de bourgeois, d'artisans et de travailleurs, converge vers la Bastille, exigeant la libération des prisonniers et la remise des munitions et des armes pour se défendre contre les troupes royales. La résistance de la garnison est vaine face à la détermination des assaillants. Après plusieurs heures d'affrontement, la forteresse capitule. Les conséquences de cet événement sont immédiates et profondes. Les fondations de l'ancien régime craquent sous le poids des exigences populaires. Le roi Louis XVI, réalisant l'ampleur de la contestation,
rappelle les troupes et reconnaît officiellement la Garde nationale, une force militaire citoyenne. La prise de la Bastille encourage les révolutionnaires dans tout le pays, déclenchant une vague de révoltes qui mèneront à l'abolition des privilèges féodaux le 4 août 1789 et à l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août, posant les fondements des principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Malgré ces idéaux progressistes et humanistes proclamés par la Révolution française, les populations opprimées des colonies françaises des Antilles n'ont pas connu d'amélioration de leur situation. Les révolutionnaires français, malgré leur élan altruiste, n'ont pas tendu la main au départ aux affranchis et aux esclaves de Saint-Domingue. Ces derniers devront mener eux-mêmes leur propre combat, pour défendre leur humanité.